Pour avancer vers les discours de Lacan, on va parler maintenant un petit peu du signifiant, ce qui nous emmènera probablement vers la notion de sujet. Freud a remarqué assez rapidement, en recevant ses premières patientes, que leurs symptômes, prenaient des chemins sémantiques, et non pas des chemins anatomiques. À peu près à la même époque, un peu plus tard, au début du XXe siècle, Saussure donne son cours de linguistique générale, qui sera du reste pris en note par ses élèves pour être publié ensuite. Je dis ça parce que c'est intéressant tout de suite de voir que Saussure n'a pas écrit, qu'il a parlé. Si bien que Freud, en fait, n'avait pas à sa disposition les termes de signifiant, de signifié. Lui, il parle de Vorstellung, Repräsentanz, notamment. Mais enfin, c'est la même idée, et il a rapidement compris que le symptôme prenait des chemins sémantiques. Je disais non pas les chemins du signe, mais ceux du signifiant. Le signe, c'est le couple signifiant-signifié. Le signifiant, c'est la matière, la matérialité sensitive, le son, ce qu'on entend, ce qu'on voit. C'est une qualité sensible à laquelle va être associé du sens. On voit bien qu'il y a quelque chose là de l'ordre du logique, c'est-à-dire que le signifiant est un phénomène qui va répondre à certaines lois qui sont quasiment des lois physiques, qui en l'occurrence sont des lois logiques. Ce sont les lois du logos, les lois que nous impose le logos. C'est évidemment ce que va comprendre Lacan après l'apparition de la linguistique. Lacan ne dira jamais qu'il est linguiste, il finira par dire que ce qu'il a considéré de la linguistique lui a permis d'en faire de la linguisterie. Il va remarquer cette prééminence du signifiant, que le sujet de la parole est soumis aux lois du signifiant, aux lois du logos, à ces lois logiques. Et c'est ce qui va lui permettre d'établir le primat du signifiant. Il va donner la primauté au signifiant, c'est beaucoup dit, c'est-à-dire que le signifiant va s'imposer comme étant véritablement ce qui régit en tout premier lieu l'ordre langagier. Et ces lois, bien sûr, nous intéressent immédiatement, puisque ce sont elles qui nous régissent en tant qu'êtres parlants, puisque nous sommes immergés dans le langage. Nous ne connaissons pas le monde sans langage, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que nous n'avons aucune idée de ce que serait un monde sans la médiation de la parole. Et nous ne connaissons de ce fait le monde que par la médiation du langage, en ce qui nous concerne, de la parole. Alors ces lois logos, logiques, ces lois du signifiant, quelles sont-elles ? On va en énumérer ou en détailler quelques-unes. La première qui vient à l'esprit, c'est que le signifiant n'a pas de sens a priori. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est le pouce levé. Le pouce levé, depuis quelque temps maintenant, signifie « j'aime ». Il est complètement figé dans une signification, c'est-à-dire que son sens, la direction qu'il peut prendre, s'est arrêté
Et sur les sociaux, il est figé dans la signification de « j'aime ». Si on est sur un tarmac d'aéroport, il prend le sens de « ça va ». Si on est en séance de plongée sous-marine, il prend le sens de « ça ne va pas ». Il faut remonter tout de suite. Et si maintenant on est au Japon, il prend le sens du doigt d'honneur. Voilà, on voit là un exemple de signifiant qui va prendre une orientation, un sens différent en fonction du contexte dans lequel on le trouve. Ce sens va s'arrêter pour former une signification, une chose sur laquelle on pourra revenir un peu plus tard. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est que le signifiant n'a pas de sens a priori. Je prends un autre exemple avec l'expression assez célèbre « lait dans la bouche ». Vous voyez bien que quand je dis « lait dans la bouche », vous pouvez à ce signifiant associer une douzaine de sens. C'est là qu'on voit aussi que la parole et l'écrit se distinguent. Parce que dans la parole, il y a une richesse d'équivoques que l'écrit réduit. Je vais être obligé, en écrivant « lait dans la bouche », de préciser par l'orthographe le sens, c'est-à-dire finalement la signification que va prendre ce signifiant. Je vais l'arrêter par l'orthographe, par la graphie. Si bien que pour qu'un signifiant prenne un sens, prenne une orientation, eh bien, il faut qu'il en rencontre d'autres. Il faut qu'il en rencontre au moins un autre. C'est le deuxième signifiant qui va apparaître, qui va donner sens rétroactivement au premier. Ça me fait penser à un proverbe allemand qui dit « Einmal ist kein Mal ». Une fois n'est pas deux fois. Une fois, ça compte pas, puisque elle ne peut se référer à rien d'autre. Il faut donc, pour prendre sens, pour prendre une orientation, qu'un signifiant en rencontre au moins un autre. C'est ce qu'on sait très bien, hein, quand on doit attendre un mot, deux mots plus tard, voir la fin de la phrase, pour comprendre ce qu'elle disait en son début. Il aura fallu attendre, après l'apparition d'un signifiant, qu'un autre ou des autres apparaissent pour que le premier prenne sens. Si je considère le premier bruit apparu, le ur-bruit, le premier bruit mythique, c'est l'apparition de ce bruit qui va qualifier l'absence de bruit qui l'a précédé, en la dénommant silence. La qualité sensitive silence, qui préexiste au bruit, chronologiquement, aura dû attendre, sur un plan logique, que le bruit apparaisse pour être défini. C'est le bruit qui apparaît, qui qualifie l'absence de bruit qui l'a précédé et qui devient à ce moment-là silence. C'est une deuxième particularité du signifiant, il est rétroactif. Il prend sens après coup. Alors pour qu'il prenne sens après coup, il faut qu'il rencontre un autre signifiant, une autre matérialité sensible, sensitive. Et cette autre matérialité sensitive, elle se doit, pour que le signifiant premier puisse la rencontrer, elle se doit d'être différente. C'est une autre caractéristique du registre signifiant, c'est que il suffit qu'une qualité sensible soit différente d'une autre pour qu'elle puisse être signifiante, c'est-à-dire qu'elle puisse prendre une orientation. Le son po est suffisamment différent du son mo.
Ce sont deux signifiants. Mais ça va plus loin que ça, c'est que le signifiant se définit d'être différence. Et on voit bien que cette histoire de différence nous rend complètement passifs. C'est-à-dire que le verre n'a pas besoin d'être différent, n'a pas besoin de nous, le verre n'a pas besoin de nous pour être différent du rouge. Le signifiant, c'est quelque chose qui nous passive.